Dans les ruelles animées de Grand Yoff, tout le monde connaissait la vie des autres. On savait qui n'avait plus de riz, qui devait le loyer, ou qui s'était disputé avec le propriétaire la veille. C'était un quartier bruyant, vivant, parfois épuisant, mais rempli d'âmes solides. Et au milieu des maisons en ciment fissuré et des toits en tôle, il y en avait une qui ne ressemblait à aucune autre. Une maison trop grande, trop bien peinte, trop silencieuse. C'était la maison de Mohamed Diémé. Chaque fois que ses amis entraient, il restait bouche bée. Tout brillait, la télé dernière génération, le grand canapé en simili-cuir, les enceintes encore emballées. Dans un coin, des baskets hors de prix, des téléphones récents, des parfums importés. Ça sentait le luxe qu'on ne sent jamais à Grand Yoff. Et chaque visite révélait quelque chose de nouveau. Mais Mohamed ne travaillait pas. Alors les questions grandissaient. Quand on lui demandait « Mohamed, tu fais quoi dans la vie ?» il répondait toujours « C'est ma sœur en Amérique, elle m'envoie ». Dans le quartier, dès que quelqu'un disait un proche à l'étranger, personne n'osait creuser. Mais la vérité était simple, Mohamed était un voleur. Le jour, il riait, jouait au foot, traînait avec les gars, faisait croire qu'il vivait tranquille. La nuit, tout changeait. Quand Dakar s'endormait, quand les rues devenaient désertes, Mohamed devenait une ombre. Il cambriolait boutiques, maisons riches, bureaux. Même les mosquées et les églises n'étaient pas épargnées. Il connaissait les rues sombres, les gardiens qui dormaient, les fenêtres fragiles. Il volait vite, proprement, sans bruit. Dans Grand Yoff, on disait souvent « Ne dérange pas quelqu'un que la nuit protège ». Un soir, cette double vie le conduisit à la maison des parents de Samba, son ami d'enfance parti vivre en Italie. Cette maison, il la connaissait comme la sienne. Il y avait mangé des thieboudiennes, dormi là pendant les coupures de courant, fêté des anniversaires. Mais cette nuit-là, il n'était pas un invité. À 2 heures du matin, il entra comme un souffle. Tout le monde dormait. Dans un fond de placard, il trouva une mallette noire. Quand il l'ouvrit, son cœur bondit. 2 millions de francs CFA. Il prit aussi des téléphones, la télé, puis disparut comme un fantôme. Le lendemain, il revendit tout et invita ses amis en boîte de nuit. Il payait boissons, table VIP, chicha, comme un ministre. Tout le monde disait « Mohamed, tu es béni voilà ». Mais dans un coin, une vieille femme l'observait en murmurant « Les voleurs dansent jusqu'au jour où leurs pieds glissent ». Il ne l'entendit même pas. Quelques jours plus tard, alors qu'il savourait encore son argent, Samba l'appela depuis l'Europe « Mohamed, je n'arrive pas à joindre mes parents. Va les voir, s'il te plaît ». Le cœur de Mohamed battit fort, mais il répondit calmement. Chez les parents de Samba, on l'accueillit avec affection. « À Mohamed, tu tombes bien. Entre. » Il ne soupçonnait rien. Assis dans le salon, le père soupira, on nous a volé. L'argent, les téléphones, la télé, tout. Mohamed joua la surprise. La mère ajouta, on ne comprend pas. Dieu nous protège seulement. Puis le père serra ses poings, pour moi, un voleur c'est comme un sorcier. Ils détruisent des vies. Et un voleur finit toujours par payer. Toujours. Ces mots frappèrent Mohamed comme un vent glacé. Mais il sourit quand même, Wallahi papa, moi aussi je déteste les voleurs. Au fond de lui, il se disait qu'on ne le découvrirait jamais. Il se trompait. Un après-midi, alors qu'il était dans un autre quartier de Dakar pour vendre des objets volés, il vit une villa gigantesque. Une maison blanche, luxueuse, avec caméra, gardien en uniforme, voiture de luxe. Il en resta hypnotisé. Il demanda à une vendeuse de jus, « C'est la maison de qui, ça ?» Elle répondit, « D'un homme d'affaires très riche. Un des plus riches du Sénégal. » Dans les yeux de Mohamed, une étincelle s'alluma. C'était sa prochaine cible. Il observa la maison pendant des jours entiers, jusqu'à connaître chaque mouvement des gardiens. Puis une nuit, il sauta le mur. Tout à l'intérieur brillait, marbre, aquarium géant, tableau coûteux. Dans une chambre immense, il trouva une mallette posée près du lit. Presque offerte. Il l'ouvrit. 30 millions. Jamais il n'avait vu autant d'argent. Il repartit sans bruit, invisible. Chez lui, il compta encore et encore. 30 millions. Exactement. Il cria de joie. Il pensait que sa vie venait de changer. Il n'imaginait pas que c'était le début de sa fin. Le lendemain, un message anonyme arriva, « Vous devez dépenser les 30 millions aujourd'hui. Sinon, un de vos proches mourra. » Il éclata de rire. Pour lui, c'était une blague. Il dépensa juste 200 000 pour s'amuser et rentra. Un nouveau message tomba, « Il est 18 heures. Il vous reste 29,8 millions. Si à 23 heures ce n'est pas fini, quelqu'un mourra. » Il ignora. Le lendemain matin, il reçut un appel. « Mohamed, j'ai une mauvaise nouvelle. Ta copine Aïssatou, elle est morte cette nuit. » Le monde de Mohamed s'effondra. Puis un message arriva, une victime déjà. « Si vous ne finissez pas les 30 millions aujourd'hui,
quelqu'un d'autre mourra. Cette fois, ce n'était plus un jeu. Mohamed sortit avec la mallette, paniqué. Il loua une villa avec piscine Angkor. Acheta vêtements de luxe, télévision, montres, téléphone. Il loua des voitures chères, invita des inconnus au restaurant, paya tout ce qu'il voyait. Il dépensait comme un roi, mais avec le cœur d'un homme traqué. À 23h59, la mallette était vide. À minuit pile, un message arriva, « Félicitations. Rendez-vous demain. » Au matin, il descendit dans son salon. Et là, comme si rien ne s'était passé, la mallette était revenue. Propre. Fermée. Avec exactement 30 millions dedans. Une sueur froide coula sur sa nuque. Ce n'était plus du hasard. Ce n'était plus humain. Et ce jour-là, il comprit une seule chose. Quelque chose avait décidé qu'il paierait. Et il n'y échapperait pas. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Mohamed a passé toute la nuit assis sur son canapé, les yeux rivés sur la mallette posée au milieu du salon. Il n'osait même plus respirer. Chaque tic-tac de l'horloge semblait lui marteler le même message, « Tu n'es plus maître de ta vie ». Le jour s'était levé sur Dakar, et les premiers rayons du soleil traversaient la fenêtre, illuminant la mallette. Mohamed l'examina de loin. Aucune trace, aucun signe d'effraction. C'était comme si elle n'avait jamais quitté cet endroit. Comme si elle était revenue d'elle-même, par une force inconnue. Il recula, son dos heurtant le mur froid. « Ya Allah, qu'est-ce qui m'arrive » murmura-t-il, sa voix tremblante. C'est à ce moment précis que son téléphone vibra, brisant le silence angoissant. Un message s'afficha sur l'écran, « À 20h, sortez. La suite commence. » Il n'y avait aucune signature, aucun numéro identifiable. Paniqué, Mohamed tenta de bloquer le numéro, mais l'option était grisée, inaccessible. Il éteignit son téléphone, espérant couper court à cette folie. Mais l'appareil se ralluma de lui-même, l'écran brillant d'une lueur moqueuse. En dernier recours, il retira la carte SIM, mais les messages continuaient d'arriver, comme si le téléphone était devenu une entité autonome, un portail vers son cauchemar. La journée s'écoula dans une lente agonie. Chaque minute était une éternité. Puis, à 20h pile, il sentit une présence de l'autre côté de sa porte. Une sorte d'intuition, une certitude glaçante. Le cœur battant, il se leva et ouvrit. Personne. Juste une enveloppe blanche, posée sagement sur le paillasson. D'une main tremblante, il la ramassa. À l'intérieur, une simple phrase, imprimée en lettres noires, « Tu vas suivre une personne ce soir. Ne te fais pas remarquer. » Juste en dessous, un lieu et une heure, station essence Ouest Foire 22h15. Mohamed sentit le piège se refermer sur lui. Il n'avait plus le choix. Il était comme un animal pris dans des filets invisibles, contraint d'obéir à un maître sans visage. À 22h, il quitta son appartement et héla un taxi clando. Il se rendit à Ouest Foire, le quartier animé de Dakar. Arrivé à la station-service, il resta dans l'ombre, la capuche de son sweat rabattue sur la tête pour ne pas être reconnu. L'attente était insupportable. Puis, à 22h15 précise, une berline noire, luxueuse et aux vitres teintées, se gara près des pompes. Un homme en sortit. Il était grand, élégant, vêtu d'un costume bleu nuit parfaitement coupé. Des lunettes de soleil chair cachaient ses yeux, même dans la pénombre. C'était un homme d'affaires, riche et puissant, ça se voyait à 1 kilomètre. Au même instant, son téléphone vibra. Le message était laconique, c'est lui. Suis-le. Sans réfléchir, Mohamed obéit. Il vit l'homme entrer dans un restaurant chic juste en face. Il resta dehors, caché dans la pénombre, observant sa cible à travers la grande baie vitrée. L'homme parlait au téléphone, l'air sérieux. La conversation ne dura pas plus de 10 minutes. Puis, il raccrocha et sortit du restaurant. Une nouvelle vibration. Un nouveau message, tu dois entrer chez lui avant minuit. La gorge de Mohamed se noua. Comment ? Comment était-ce possible ? L'homme remonta dans sa voiture et démarra. Mohamed sauta dans un autre taxi qui passait par là et cria au chauffeur, « Suivez cette voiture !» Le taxi s'élança, gardant une distance de sécurité. Ils roulèrent jusqu'aux Almadies, l'un des quartiers les plus huppés et sécurisés de la capitale. La voiture noire s'engagea dans une allée privée et s'arrêta devant une villa immense, protégée par un haut mur. L'homme actionna un portail automatique, passa devant 2 caméras de surveillance et salua un gardien posté à l'entrée. Mohamed, caché dans le taxi un peu plus loin, sentit son estomac se tordre. « C'est impossible, je ne peux pas entrer là-dedans » pensa-t-il, le désespoir le submergeant. C'est alors que son téléphone vibra de nouveau, comme pour répondre à ses pensées. « La dernière fois aussi, tu pensais que c'était impossible. » Cette phrase le frappa de plein fouet. Il lisait dans ses pensées. Son cœur s'emballa. Un deuxième message tomba une seconde plus tard, « Tu dois entrer. Tu dois prendre ce qu'il y a dans son bureau. Tu as 20 minutes. » 20 minutes. La mission était claire, précise et suicidaire. Mais il n'avait pas le choix.
Mohamed sortit du taxi et s'approcha furtivement de la villa. La chance, ou peut-être autre chose, était de son côté. Le gardien, distrait, était au téléphone. Il avait laissé le portail entrouvert pour parler plus tranquillement, un peu à l'écart. C'était sa seule chance. Telle une ombre, Mohamed se glissa à l'intérieur, retenant sa respiration. La maison était moderne, luxueuse et silencieuse. Trop silencieuse. Dans le salon, un immense tableau représentant un baobab doré capta son regard. Dans un coin, il aperçut un coffre-fort. Mais le message avait été clair, le bureau. Il monta les escaliers sans faire un bruit. En haut, une porte était entr'ouverte. C'était le bureau. Il entra. Sur la grande table en bois massif, une clé USB noire était posée bien en évidence. Elle semblait l'attendre. C'était trop facile. Son téléphone vibra une fois de plus. Prends-la. Mohamed hésita. Pourquoi une simple clé USB? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien contenir de si important? Une nouvelle vibration, plus insistante cette fois, ne la héliesse pas. L'ordre était terrifiant. Il saisit la clé, ses doigts glacés. Soudain, il entendit des pas. Quelqu'un montait l'escalier. Vite. Il n'eut que le temps de se cacher derrière un lourd rideau en velours. L'homme en costume entra dans le bureau. Il s'arrêta, regarda la table où la clé USB n'était plus, puis resta parfaitement immobile. Le silence était total. Puis, d'une voix glaciale qui fit frissonner Mohamed de la tête aux pieds, il dit « Je sais que tu es là ». Le cœur de Mohamed s'arrêta de battre. L'homme s'assit calmement dans son fauteuil, croisa les jambes et fixa le rideau derrière lequel se cachait Mohamed. « Sors !» Il n'y avait plus d'échappatoire. Lentement, Mohamed sortit de sa cachette, la clé USB toujours serrée dans sa main. Il s'attendait à des cris, à de la violence. Mais l'homme ne bougea pas. Il se contenta de sourire. Un sourire tranquille, dérangeant, terrifiant. « Tu peux garder la clé, dit-il. De toute façon, tu n'échapperas pas à ce qui t'attend. » Mohamed, paralysé par la peur, bégaya « Mais, vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez ?» L'homme répondit calmement, sa voix posée contrastant avec la panique de Mohamed. « Tu as volé l'argent d'un homme qui n'était pas un simple riche. » Il se leva, sa silhouette imposante dominant la pièce. « Tu as touché quelque chose qui n'appartient pas à ce monde. » Un silence lourd s'installa. « Et maintenant, c'est toi qui es à nous. » Mohamed recula vers la porte. « Ah, nous, répéta-t-il, la gorge sèche. » L'homme se rapprocha. Son regard brillait d'une lueur étrange, inhumaine. « Rentre chez toi. La suite arrive demain. » Mohamed ne se le fit pas dire deux fois. Il tourna les talons et s'enfuit de la maison comme un fou, courant sans se retourner. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la clé USB qu'il tenait dans sa main n'était pas un simple objet. C'était une sentence. Alia. Le début d'un pacte qu'il n'avait jamais accepté, mais qu'il allait payer de sa vie. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez les histoires qui vous tiennent en haleine, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite des aventures de Mohamed. À très bientôt.